Bienvenue dans Voix de Plume, le podcast qui donne la parole aux voix originales et créatives des auteurs d'aujourd'hui. Ce 9e épisode est dédié aux mots et au pouvoir des mots. Car les mots, qu'on les prononce, qu'on les écrive ou qu'on les lise, agissent à l'instant même où nous leur donnons corps. Un pouvoir magique qui fait aussi du verbe l'instrument de tous les pouvoirs. On en parle avec Rémi David, qui est écrivain bien sûr, mais aussi magicien, et dont les écrits passent d'une forme à l'autre, poésie, roman, album jeunesse et même anthologie, pour révéler tour à tour les multiples facettes du pouvoir des mots. Bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Voix de Plume. J'en profite également pour remercier ceux qui nous écoutent. Je m'excuse de me répéter, mais il paraît que c'est indispensable. Alors, je le répète, si vous appréciez ce moment que nous passons chaque mois ensemble, pensez à vous abonner, à liker et à partager cet épisode que vous pouvez écouter sur YouTube, mais aussi pour une écoute plus confortable sur les plateformes dédiées, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict. Rémi, ton site internet te présente comme écrivain et magicien, et je dois dire que ça a tout de suite attisé ma curiosité, ce que je ne regrette pas parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à te lire. Alors, c'est ton travail d'auteur que nous allons découvrir aujourd'hui, avec 3 ouvrages qui n'ont à première vue rien de commun. L'album jeunesse Le Tyran des mots, publié par les éditions Motus, Lava, un poème narratif paru aux éditions Le Tripode en 2015, et Prélude à la goutte d'eau, ton 2e roman qui est aussi un thriller écologique sorti tout récemment en janvier 2026 chez Gallimard. 3 genres bien distincts donc, pour 3 univers très différents également, et pourtant, nous le verrons, ces 3 livres sont traversés par un fil conducteur qui interroge le pouvoir des mots sous toutes ses coutures. Mais pour commencer, et pour que les auditeurs apprennent à te connaître, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours d'auteur. Comment est-ce que tu as commencé à écrire et surtout, comment est-ce que tu chemines depuis tes débuts dans l'écriture qui remonte déjà à une 12aine d'années, c'est bien ça ? Oui, mon premier livre publié, c'est Lava, justement, que tu évoquais à l'instant, c'est 2015. Et moi, je suis un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. J'entends par là que j'ai un peu toujours baigné dans l'univers des livres et de la littérature, en particulier avec mon père qui avait une maison d'édition qui s'appelait les éditions Motus et qui publiait de la littérature pour la jeunesse. Et donc, j'ai été dans cet univers-là où il y avait des livres qui étaient présents à la maison, des manuscrits qu'il regardait, qu'il nous faisait voir, des illustrateurs ou des auteurs qui venaient manger à la maison. Donc, ça a été très présent et d'autant plus que lui aussi écrivait et écrit toujours des textes, notamment pour la littérature jeunesse. Donc j'ai baigné là-dedans et c'est un peu comme quand on va aller en cuisine et regarder comment ça se passe. On apprend des choses sans même s'en rendre compte et ça peut faire naître des envies. Et moi, ça a fait naître cette envie-là assez tôt, en fait, d'écrire des textes et de partager des histoires. Je me souviens que quand j'étais encore au collège, je devais avoir 14 ans, j'avais écrit une nouvelle que j'avais envoyée à tout un tas d'éditeurs qui l'avaient tous refusée. Mais ça existait déjà à ce moment-là. L'envie était déjà là, ouais. Oui, oui, c'est né vraiment très tôt en moi, en effet. Et j'avais écrit aussi une nouvelle qui a reçu le prix du jeune écrivain quand j'avais 15 ans. Et ça a été un moment déterminant puisqu'elle a été publiée au Mercure de France. Ça a été mon premier texte publié, donc c'est pas rien pour Et non. un auteur d'avoir un texte qu'on va se mettre à partager avec les autres et qui existe sous forme de livre. C'est vraiment une étape importante. Et ça m'avait fait rencontrer aussi d'autres lauréats de ce prix qui écrivaient aussi, qui étaient de la même génération que moi. Disons, j'étais plus jeune qu'eux, mais c'était entre 15 et 23 ans. Moi, j'avais 15 ans. Et je me sentais jusqu'alors assez seul parmi les personnes de mon âge ou de ma génération à m'intéresser aux mots, m'intéresser à la littérature. Et ça a été déclencheur aussi de pouvoir partager avec d'autres cet amour pour les mots et pour les livres et pour la littérature. Oui, c'est vrai que le moment où on se rend compte qu'on n'est pas tout seul avec ses bouquins et à écrire ses histoires, ça change quelque chose dans la vie d'un auteur, autant en rencontrant ses lecteurs que les autres auteurs. T'as de la chance d'avoir baigné dans cet univers, en tout cas tout jeune, et c'est vrai que t'as déjà écrit beaucoup d'ouvrages, donc on comprend déjà
pourquoi tu as écrit pas mal d'albums jeunesse. Tu m'as dit que Lava, c'était ton premier projet abouti. C'est assez intéressant, ça veut dire que tu as cherché pendant quelques années quand même la direction à prendre. Oui, parce que je me sentais, oui, habité par l'envie d'écrire des livres et en même temps la peur que le livre soit pas bon, que je le trouve pas bon, qu'on ne le trouve pas bon. Et donc il y a eu beaucoup, beaucoup de projets avortés finalement qui n'allaient pas jusqu'au bout. Il y a eu aussi la question de la méthode de travail un peu, où j'imaginais qu'il fallait écrire le soir à la lueur d'une bougie avec une bouteille de vin sur la table, que c'est comme ça qu'on écrivait. Et pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans tous les cas. C'est plus des horaires bien précis et un temps conséquent consacré vraiment à l'écriture. Aujourd'hui, je travaille le matin, j'ai des horaires de bureau presque pour pratiquer l'écriture. Et donc, il a fallu tout ce temps à la fois pour aller jusqu'au bout d'un texte et pour tenir un texte où j'avais l'impression d'avoir réussi à faire ce que je voulais faire. Et il a fallu un certain temps pour tenir un texte où j'avais l'impression d'avoir réussi à faire ce que je voulais faire avec Lava, en tous les cas. D'accord. Alors Lava, c'est pas un roman, on y reviendra tout à l'heure, c'est un poème narratif. Le premier roman que tu as publié s'appelait Mourir avant que d'apparaître, c'était en 2022. C'était quel type de roman, si tu veux nous en dire un mot rapidement? Alors, Mourir avant que d'apparaître, c'est un roman qui est inspiré d'une histoire vraie. L'histoire entre Jean Genet, l'écrivain, et un jeune garçon qui s'appelait Abdallah Bentaga, que Genet a rencontré quand il avait une quarantaine d'années, et Abdallah était tout jeune, il avait 18 ans. Et ils ont vécu ensemble une aventure à la fois amoureuse et artistique, puisque Jean Genet s'est mis en tête de faire d'Abdallah Bentaga un funambule. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu Son son entraîneur? entraîneur, son coach, voilà, son metteur en scène. C'est lui qui a dessiné les costumes de ses spectacles, qui a choisi les musiques, qui maniait les projecteurs. C'était son chargé de diff en quelque sorte aussi, puisqu'il cherchait des cirques pour faire tourner Abdallah. Et il a écrit d'ailleurs un magnifique texte qui s'appelle Le Funambule, qui est une lettre d'amour adressée à Abdallah. Et c'est à la fois une lettre d'amour, mais aussi une réflexion sur l'art, sur l'écriture. C'est un texte magnifique. Tout ça a eu lieu jusqu'au moment où Abdallah est tombé de son fil et où il est tombé aussi à ce moment-là dans l'estime de Jean Genet. Ils se sont séparés et Abdallah a eu un destin tragique puisqu'il a mis fin à ses jours très jeune, à 26 ans. Il ne s'est jamais remis de cette séparation et il a décidé de mettre fin à ses jours. Donc c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie qui touche à une quête artistique et une relation d'emprise. C'est très intéressant parce que ça parle de spectacle vivant. Et c'est vrai qu'en parcourant ton site, j'ai été frappée par la diversité de tes centres d'intérêt, qu'ils soient artistiques ou culturels. Ta pratique des arts vivants à travers la magie, elle se retrouve d'ailleurs dans certains de tes écrits, puisque il me semble que tu as collaboré avec une funambule et un marionnettiste pour écrire certains ouvrages. Et tu as également écrit un essai qui s'intitule Philosophie de la magie. C'est très important pour toi, c'est peut-être aussi tout ça qui a nourri ton écriture, qui t'a permis de faire venir ce premier roman. Oui, oui, c'est habité probablement par ça. Alors, pour le travail avec le marionnettiste Max Legoubet et la funambule Tatiana Mosio-Bongonga, c'était pas pour l'écriture du ouvrage, c'était vraiment pour une écriture de Ah, spectacle. pardon, ok, d'accord. Voilà, mais après, ça a nourri typiquement le travail avec Tatiana au fil, ça a nourri l'écriture de ce texte-là, Mourir avant que d'apparaître. Et oui, oui, j'ai longtemps un peu séparé les deux en considérant que j'avais un intérêt pour la magie d'un côté et de l'autre un intérêt pour le livre et la littérature. Et je cloisonnais beaucoup et je m'aperçois de plus en plus que ce sont deux parties de moi importantes, même si aujourd'hui l'écriture a pris une part plus importante. Et la magie, je l'envisage aussi du point de vue de l'écriture. Et j'ai écrit effectivement des livres sur la magie. Mais ce sont deux aspects finalement très intriqués et assez indissociables de ce qu'a été Ta pratique de de ce qu'est en fait l'écriture, ma pratique et ma personnalité aussi. on va en reparler parce que pour moi c'est évident qu'il y a un lien entre les deux. Bah, c'est le sujet que j'explore pour mon prochain Ah, livre, figure-toi, génial, justement, en ce moment même. génial. Essayer de creuser cette question de ce qu'il y a de commun entre la magie et entre la littérature. Parfait, ben, tu nous en parleras peut-être à la fin de l'interview si on a quelques minutes. On a beaucoup de sujets à aborder, alors je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec Le Tyran des mots. Un album jeunesse donc très joliment illustré par Valérie Michel.
Ce livre, il s'adresse aux plus jeunes. À partir de quel âge? Je crois que l'éditeur, il indique 8-12 ans sur le site pour le Tyran des mots, il me semble. D'accord. Et c'est vrai qu'il aborde avec des mots simples et aussi de savants jeux de mots, je dois dire, un sujet qui a rien de puéril et qui concerne au contraire tous les adultes que nous sommes. Le tyran des mots, c'est l'histoire d'un tyran qui, je cite, comme nombre de tyrans, répétait sans cesse qu'il aimait son pays et qu'il aimait les gens, mais ce qu'il aimait surtout, ce n'était pas son pays, c'était principalement le pouvoir et l'argent. En une phrase, le cadre est posé. Ce tyran, il ressemble à tous les tyrans que nous connaissons. D'ailleurs, il y a une illustration où on voit des manifestants qui défilent avec des parapluies, comme on a pu le voir à Hong Kong il y a quelques années. En revanche, la population, elle est représentée, et je pense que c'est volontaire, sous des traits ethniques très divers, de manière, j'imagine, à souligner cette universalité de la tyrannie. Et ce tyran, il a néanmoins une particularité. Il a un jour décidé de ne plus s'attaquer à ses opposants, mais plutôt de s'attaquer aux mots qu'utilisent ses opposants. Je le cite. « Si je fais disparaître le mot révolution, plus personne ne saura ce qu'est une révolution. Et ne sachant même pas que ça existe, personne ne la fera, cette révolution. » Une logique imparable dont vont découler des interdictions de plus en plus nombreuses. La liste des mots maudits s'allonge. Tyrannie, injustice, critiquer, s'opposer deviennent autant de vocables illégaux, et le tyran en vient même à interdire les lettres inutiles qui causent selon lui du tort à certains mots. Il retire le « i » de peintre pour en faire des pitres, les écrivains deviennent vains, la littérature une tare. Beaucoup de mots sont interdits, d'autres vidés de leur sens, si bien que plus personne désormais n'avait son mot à dire. Et pourtant, malgré les langues qui rétrécissent et la peur qui ne fait que grandir, certains amorcent une forme de résistance. Les mots qui ne peuvent être dits sont écrits pour être gardés à vue et en mémoire. On organise des marches silencieuses qui font très grand bruit. Et petit à petit, les mots tuent, ressuscitent, trouvant même parfois une profondeur nouvelle, si bien qu'un jour, le tyran est réveillé par le silence assourdissant d'une manifestation organisée sous ses fenêtres. Aucun doute, il s'agit bien d'une révolution. Rémi, avec l'histoire du tyran des mots, tu soulèves plusieurs problématiques qui me semblent essentielles et dont j'aimerais qu'on parle un peu plus. La première, c'est le pouvoir structurant des mots sur la pensée. D'après toi, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il suffit d'effacer un mot des mémoires pour supprimer les pensées associées à ce mot? Comment est-ce que tout ça s'articule d'après toi? Oui, moi j'en suis de plus en plus convaincu. Je pense que le fait de nommer les choses nous aide à les appréhender. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai eu une adolescence qui n'était pas facile, en particulier au collège, où je me suis senti très seul. Et à l'époque, le terme de harcèlement scolaire n'existait pas. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'ai gardé secret, ce mal-être que je vivais, cette difficulté à être avec les autres, notamment pour ce que je disais en introduction, un peu sur le fait d'avoir un intérêt pour cette littérature que je partageais avec personne et où je ne trouvais pas de point commun pour m'amuser, en tous les cas, avec d'autres. Je pense que si j'avais eu ce terme de harcèlement scolaire, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de vivre la chose, de pouvoir en parler et peut-être de pouvoir affronter ça. Mais le mot à l'époque n'existait pas et on se sent d'autant plus seul quand on n'a pas les mots pour décrypter ce qui se passe, pour comprendre la réalité dans laquelle on vit. Et c'est juste un exemple pour dire l'importance effectivement des mots pour s'approprier le monde dans lequel on est. Et si les mots disparaissent, on comprend moins bien le monde et on y trouve moins bien sa place si on n'a pas les mots. J'en suis vraiment convaincu aujourd'hui de ça. Oui, oui, mais c'est d'ailleurs quelque chose qui se dit aussi à propos des langues, hein. Chaque langue étrangère implique quelque part une forme de pensée. Si on va au bout de cette logique, c'est la langue en fait qui structure la pensée. Oui, tout à fait. On dit dans la langue inuit qu'il y aurait 70 façons, par exemple, de nommer le blanc et les différentes nuances de neige, là où on n'en a qu'une ou deux en français, parce que le vécu n'est pas le même, justement. Et donc, oui, oui, c'est une très bonne analogie, les différences entre les différentes langues, tout à fait. D'ailleurs, on le verra, on en reparlera avec Lava, qui développe son propre langage et qui a aussi son propre modèle de pensée. Restons un petit peu avec le tyran des mots.
Tu mets aussi en lumière les rapports entre le pouvoir, donc ici le pouvoir politique, et les mots. Parce que contrôler les mots, quelque part, c'est contrôler le discours et c'est donc contrôler la pensée. Oui, oui, c'est ce sur quoi repose la plupart des fake news, d'une réécriture de l'histoire par les mots, justement. Et c'est d'autant plus dangereux aujourd'hui quand on entre dans ce que beaucoup appellent l'ère de la post-vérité, où il suffit d'employer des mots pour dire qu'un fait existe, pour que ce fait existe dans l'imaginaire des gens, justement. Donc ça dit la puissance des mots et les dangers aussi qu'ils peuvent représenter dans ce contexte des fake news qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui, je crois. Et ça peut paraître un conte assez lointain de la réalité dans laquelle on est, mais c'est quelque chose qui est très proche de nous, en fait, aussi l'interdiction des mots, j'ai l'impression. Ah oui, ça m'a pas paru du tout lointain, hein, je te Lointain, c'est vrai. rassure. Bon, bah écoute, Pas tant du mieux. tout. Au Mais je pense contraire. par exemple à l'époque des Gilets jaunes, où il y avait des centaines de vidéos qui tournaient sur les réseaux sociaux qui faisaient état de violences policières. Alors il ne s'agit pas de dire que tous les policiers sont violents, mais en tous les cas, il y a eu des violences policières qui étaient indéniables et dont on avait tous connaissance. Et la prise de parole du président de la République, de Macron, à ce moment-là, qui interdisait d'employer ce terme Mm. de violence policière. Il y a un clin d'œil d'ailleurs dans le livre où je reprends quasiment littéralement la formule de Macron pour la mettre dans la bouche du tyran au moment de la conférence de presse, où il reprend une personne qui lève la main et il dit: Vous ne pouvez pas employer Ah. ce terme-là parce que sinon on ne serait plus dans un état de droit. Or, on est dans un état de droit, donc il ne peut pas y avoir de violence policière. C'est vraiment le serpent qui se mord la Qui se queue. mord la queue. Mais de la même façon, quand il y a eu le lancement de la guerre en Ukraine par Poutine, il était interdit, et je crois qu'il est toujours interdit aux Russes de parler d'une guerre. En tous les cas, à ce moment-là, au moment du déclenchement de la Tout guerre, à fait, c'était oui. une opération de maintien de l'ordre, je crois, c'était ça le terme qu'il fallait employer, et on pouvait avoir de gros problèmes en Russie si on employait le mot guerre, qui était donc un mot interdit. Et à peu près au moment de la sortie du livre aussi, il y avait Elon Musk, je me souviens, qui interdisait le terme cisgenre sur Mm. X qu'il venait de racheter et où il bannissait du coup ce mot. Donc l'interdiction des mots, c'est quelque chose, oui, de très réel. Et pourquoi est-ce qu'ils sont interdits? C'est bien parce qu'il y a Une un pensée danger qu'ils derrière. représentent, parce qu'il y a une Ouais, pensée qui est rattachée à ces mots, exactement. absolument. Ça fait aussi penser à cette citation, elle est très célèbre, hein, d'Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur Au du malheur du monde. monde. Oui, 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 tout Ouais, à fait, parce tout à que fait. derrière le choix des mots, la responsabilité, elle est immense en fait. D'ailleurs, je me permets juste de faire un petit aparté pour revenir sur le premier épisode de Voix de Plume dans lequel j'ai présenté les deux mots MOTS et les deux mots MAUX, les deux premiers tomes de la trilogie écrite par l'autrice Sophie Chiquet qui traite également des conséquences du mauvais usage des mots. Alors c'est une approche qui est très différente parce qu'on est dans une forme de science-fiction sociale, mais c'est assez complémentaire et je le dis pour les auditeurs qui auraient envie d'approfondir un petit peu cette question avec d'autres ouvrages. Pour revenir aux tyrannes des mots, il y a un troisième aspect qui se révèle à la lecture de cet album jeunesse qui est peut-être plus subtil, c'est le rapport entre la forme des mots et leur sens, et donc sur ce qu'on peut appeler quelque part l'arbitraire du langage, parce que s'il est si facile de vider un mot de son sens, est-ce qu'un mot peut exister simplement par sa forme ou sa musicalité? Est-ce qu'il peut faire sens autrement que par le sens? C'est une sacrée question, hein. C'est un sujet de philo, là, carrément. Ouais. Vous avez combien de temps? 4 heures pour Vous réfléchir à avez la 4 question? heures. Je ne saurais pas répondre exactement Ouais. à cette question-là, mais effectivement, en tous les cas, ils les vident dans le livre de leur sonorité et de leur sens par la même occasion. Mais je peux rebondir peut-être sur ce que tu disais Oui. juste avant, sur la manipulation par les mots et le danger que représente la manipulation des mots. C'est un sujet que j'évoquais déjà dans un essai pour les adultes, pour le coup, qui s'appelait Philosophie de la magie, et qui est une réflexion sur l'art de la prestidigitation dans la première partie. Mais toute la deuxième partie du livre, elle est consacrée à essayer de regarder le monde contemporain avec l'œil du magicien et de voir toutes les stratégies de manipulation dans le Ah. domaine médiatique, dans le domaine du marketing, dans le domaine politique, chez les négationnistes par exemple, et s'apercevoir qu'en utilisant les mots, il y a certaines choses qui sont exactement les mêmes techniques que celles utilisées par les magiciens dans certains tours de magie, sauf qu'un magicien va dire, là, je vais vous manipuler, je vais vous faire un Hmm. tour pour vous amuser, pour vous divertir. Alors que dans ce que j'appelle le débordement de la magie,
Dans ces autres cas de figure, on va prétendre délivrer une information, montrer un fait, etc. Alors qu'on va manipuler l'histoire et qu'on va manipuler la réalité et les auditeurs ou les lecteurs exactement de la même façon que le magicien manipule. Donc j'ai essayé techniquement de montrer que oui, d'un point de vue technique, il se passe exactement la même chose. Donc là, dans ce livre qui datait de 2017, donc quelques années avant Le Tyran des mots, il y avait déjà, sous une autre forme, cette thématique de la manipulation par le langage et de l'importance de bien nommer les choses, comme tu le disais avec la citation de Camus à l'instant même. Mais en fait, je crois qu'on tourne souvent, nous les auteurs, autour de quelques thèmes seulement qui sont des obsessions. On ne sait pas pourquoi cela plutôt que d'autres, mais qu'on retravaille de livre en livre d'une façon différente et on s'en aperçoit après coup, mais qu'ils ressurgissent en permanence en fait dans la plupart des textes que l'on écrit. Oui, effectivement, et plus j'interviewe d'auteurs et plus je suis convaincue de ça. C'est vrai que tous ces questionnements, ils sont très très riches et on va le voir, ils nourrissent les deux ouvrages dont on va parler maintenant. Je propose qu'on commence par Prélude à la goutte d'eau, ton second roman, qui est aussi un thriller écologique. Prélude à la goutte d'eau, c'est l'histoire d'un combat à la David et Goliath, deux femmes. Myriam, qui est avocate, et son assistante, qui est aussi l'héroïne principale, c'est Samira, affrontent l'empire d'Olomon, un empire industriel qui, pour résumer, s'accapare les richesses naturelles. Or, nous sommes en 2050, la température n'en finit plus de grimper, plusieurs étés s'enchaînent désormais au cours d'une seule et même année. Cette canicule, elle donne à Paris des airs de savane et l'eau, bien sûr, est devenue la ressource naturelle la plus prisée, celle qui se trouve au cœur de tous les conflits. Alors l'histoire, elle débute alors que Dolomon, tel un nouvel Hercule, s'apprête à débarquer fièrement dans le port de Cherbourg en tractant à sa suite, mesdames et messieurs, rien de moins qu'un glacier. Directement arrivé du pôle, il s'appelle L'iceberg, ouais. L'iceberg, oui, pardon, baptisé L213B, et cet iceberg est destiné à poursuivre sa route jusqu'au Maroc afin de fournir le pays en eau douce. En arrière-plan du combat judiciaire qui s'annonce entre Myriam, Samira et puis l'empire d'Olomon, on découvre le sort des réfugiés climatiques, dont Samira a fait partie. Une dizaine d'années plus tôt, elle quittait la Guinée, traversait le Mali, puis le Maroc, pour finir son voyage dans l'un des nombreux villages d'Olco. Alors les villages d'Olco, en réalité, c'est des centres de rétention qui sont construits pour héberger les réfugiés par la firme d'Olomon elle-même, un décor sordide. Et c'est dans ce décor que s'est déroulé un crime que le lecteur découvre peu à peu, qui va éclairer l'incroyable ténacité et la persévérance de Samira dans son combat contre Dolomon. 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer, ce sont les titres des 3 grandes parties qui structurent le récit. Il est donc question de survie et dans la première partie du récit, il est question de la survie ou peut-être, pour le dire plus simplement, du droit à la vie des éléments naturels. C'est une question du droit qui est fondamentale et elle fait l'objet d'une âpre bataille de mots parce que qu'ils exploitent la nature ou qu'ils la défendent, tous les protagonistes sont quelque part à la recherche de ce que tu nommes ce point aveugle du droit qui leur offrirait l'ouverture recherchée pour atteindre chacun leurs objectifs, si opposés soient-ils. Et pour illustrer cette bataille de droit, cette bataille de mots, Rémi, j'aimerais que tu nous lises un premier extrait. C'est un discours que Dolomon, donc Dolomon, Éric Dolomon, c'est l'homme à la tête de l'empire industriel exécré par Samira. Et dans ce texte, donc, il s'adresse aux médias. Je propose qu'on t'écoute d'abord et qu'on en discute après, si tu veux bien. Et si je mange une salade, alors je commets quoi? Je fais un saladicide? On va me faire un procès? On ne comptait plus ces punchlines reprises en boucle sur les réseaux. Le saladicide était sa dernière en date, en réponse à Myriam qui l'accusait de cueillir des icebergs comme on cueille des salades. Et on va me dire bientôt, maintenant plus rien ne m'étonne, qu'on leur donne le droit de vote aux salades, aux icebergs, ou qu'on refait des procès comme au Moyen-Âge à des chèvres, des cochons. Parce qu'il paraît que ce serait, si j'entends bien ce qu'on me dit, une vision intéressante, celle que porte l'axolotl. Moi je la trouve intéressante que par son excès de ridicule. Et quoi de plus ridicule d'ailleurs que de prendre comme nom un animal contre nature, une sorte de tétard immature qui n'a pas fini de grandir, c'est déjà très révélateur. Pas un jour sans caricaturer l'axolotl, sans le discréditer. Son discours, à bien des égards, était loin de saisir le réel dans sa complexité. Mais Dolomon, par son style sans embâge,
se montrait toujours clair, imagé, percutant. Son propos était cruellement logique. On manquait d'eau. Il y en avait de disponible sous forme d'iceberg. Pourquoi ne pas se servir? Pourquoi ne pas prélever ce qui, à l'échelle de l'océan, ne représente qu'une goutte? D'autant que 70% des réserves en eau douce le sont sous forme d'une eau solide et non liquide. Il y a plus d'eau dans les icebergs qu'on en trouverait dans les fleuves et les rivières ensemble réunis. Au nom de quoi, dès lors, ne pas donner à boire à tous ceux qui ont soif? Alors même qu'il s'agit d'une des eaux les plus pures, conservées là depuis des siècles, depuis des millénaires. Je ne veux pas d'une écologie qui prenne l'homme pour ennemi. À l'écouter, quel paradoxe. L'eau n'était plus une marchandise, elle devenait un droit. Le droit des Marocains aussi d'avoir à boire et de profiter du grand distributeur qui était le L213B. Merci Rémi. J'ai voulu qu'on lise cet extrait parce que je trouve qu'il illustre très bien la manière dont Dolomon manie les mots, sa rhétorique qui lui permet en quelque sorte de corrompre la vérité et la pensée à l'image du tyran des mots, comme on vient de le voir à l'instant. Rémi Dolomon, c'est un personnage totalement fictif, mais il est très inspiré de la réalité, Oui, n'est-ce alors pas? ce qui est pratique pour un auteur, c'est qu'on ne manque pas aujourd'hui de personnes qui sont avides de pouvoir ou d'argent, et donc il est fait des différentes choses, mais qu'on a un peu sous la main au quotidien dès qu'on allume les infos, en tous les cas. Absolument. D'ailleurs, ce matin même, j'ai vu passer une publication de Camille Etienne que j'ai partagée et j'ai vu que tu l'avais likée toi aussi. Camille Etienne, c'est une journaliste qui est très engagée pour l'écologie et donc dans cette publication, elle dénonçait les manœuvres conjointes de la Norvège, de la Russie et de la Chine pour augmenter les quotas de pêche d'une espèce de poisson en Antarctique qui constitue une ressource alimentaire essentielle pour les manchots et les cétacés. Les manœuvres, elles se concrétisent du côté de la Russie par l'arrestation d'un scientifique ukrainien qui fait partie d'un organisme justement en charge d'étudier l'impact de la pêche en Antarctique. Et ça montre à quel point la question du droit de la nature est d'actualité. J'imagine aussi qu'à travers la figure de Dolomon, tu as vraiment proposé une satire du narratif que diffusent les grandes firmes industrielles pour justifier leurs activités. Oui, alors, non, j'allais dire ce que tu évoques avec Camille Etienne, effectivement, je voulais préciser que c'est assez différent le fonctionnement du pôle Nord et du pôle Sud d'un point de vue juridique, puisque au pôle Nord, on n'a que de Ouais. la glace, et au pôle Sud, on a de la terre recouverte de glace, et les juridictions ne sont pas les mêmes. Et c'est très beau ce qui a été créé en Antarctique, justement, d'avoir une terre qui soit partagée entre plusieurs États, mais qui ait pour vocation d'être dédiée exclusivement à la recherche scientifique et à la paix. Je trouve que c'est un très bel objectif qui a été ratifié par le traité de l'Antarctique. Là où pour le pôle Nord, c'est différent et c'est dans cette brèche-là que va s'engouffrer Dolomon, puisqu'il n'y a pas de juridiction et que les icebergs qui se détachent du pôle Nord à partir du moment où ils vont être dans les zones appartiennent à personne et donc ils considèrent qu'ils peuvent être à tout le monde et appropriables par tous. Et donc c'est pour cette raison que le livre se situe avec un iceberg du pôle Nord et non pas du pôle Sud. Bien sûr, c'est différent et tu fais bien de le préciser. Après, je trouvais que ça faisait Oui, oui. étonnamment écho quand même à ce que tu as écrit. D'ailleurs, il y a une pétition, j'en profite tant qu'on y est. Sur le profil de Camille Etienne sur Instagram, vous trouvez un lien vers une pétition pour soutenir le scientifique en question. Dans quelle mesure ça aidera, on ne sait pas, mais enfin voilà, je mettrai le lien aussi dans le descriptif du podcast parce que je pense que c'est important. Ensuite, dans ce jeu de dupes, les industriels, ils sont pas seuls. Politiques et médias sont complices et ton récit décrit avec la même acuité les discours, les faiblesses et le niveau de corruption des uns et des autres. C'est très bien fait. Je me suis régalée, même si c'est pas spécialement drôle en réalité. Et en face de Dolomon, Myriam et Samira, elles se défendent et pour mener cette bataille de la communication, elles ont deux armes. La première, elle est symbolique. Tu l'as citée dans l'extrait que tu as lu tout à l'heure, c'est l'axolotl. Elles donnent à leur association le nom de ce petit animal marin très particulier dont j'aimerais bien que tu nous dises un mot aussi parce qu'il est vraiment très spécial ce petit axolotl. Oui, l'axolotl, donc c'est le nom du cabinet d'avocats qui va défendre la nature et l'eau sous forme glacée d'iceberg contre la prédation et les appropriations de la Dolco. Et elles choisissent ce nom, Myriam et Samira, parce que
C'est un animal qu'on trouve au Mexique exclusivement aujourd'hui à l'état sauvage, dans un lac à proximité de Mexico. Et son nom aztèque signifie serviteur de l'eau. Et donc ils reprennent ce nom qui fait sens par rapport au combat qu'elles entendent mener. Et après, c'est un animal déjà qui est très mignon, qui a une petite tête très très Mm. très choupinette. Oui, il a une tête de dessin animé, hein, des Ben grands oui, on yeux a ronds, l'impression, un sourire. effectivement, ouais, ouais, ouais. On a l'impression d'un personnage de dessin animé. Et avec ses 6 branchies aussi qu'il a au-dessus de la tête et une bouche qui semble sourire en nous regardant. Et il a deux caractéristiques aussi très étonnantes. D'abord, c'est la néoténie, c'est-à-dire qu'il garde toute sa vie les caractéristiques de l'enfance ou de l'adolescence. Il ne devient jamais adulte, sauf à ce qu'il sorte vraiment de l'eau de son lac, ce qui arrive rarement, et auquel cas il va se transformer en salamandre. Donc ça, c'est assez Mm. étonnant. Et l'autre aspect fascinant de l'axolote, c'est qu'il a la capacité de régénérer ses organes. C'est-à-dire que si on coupe sa queue ou une Une patte patte. exactement, il va pouvoir la faire repousser entièrement. Et même son Et cerveau, même son j'ai lu. cerveau, C'est ouais. fascinant. Et c'est un personnage. Il est Ah bah oui, fascinant, oui, c'est ce. un animal tout à fait étonnant. Et il est important dans le livre puisqu'il devient l'emblème vraiment de la résistance à Dolomon et à la Dolomon Corporation. Il devient l'emblème de la lutte pour la protection de la nature et la protection des icebergs. Et juste pour info, il y a une très belle nouvelle de l'écrivain argentin Julio Cortázar qui s'appelle L'Axolote, là, dans le recueil Fin d'un jeu, où il campe un personnage au Jardin des Plantes à Paris qui va voir tous les jours les axolotes là, et qui est fasciné justement par leur regard. Il leur trouve tellement d'humanité dans le regard on en vient à ne plus savoir qui est l'humain et qui est l'animal. Donc c'est un très beau texte de Cortázar que je vous recommande de découvrir. Merci, je mettrai le lien aussi, je mettrai tout ça, hein, dans le descriptif. Il y a une autre arme dont disposent Myriam et Samira, ce sont bien sûr les mots qu'elles utilisent elles aussi, mais pas de la même manière que Dolomon. Et cette distinction, elle est importante pour que les auditeurs la comprennent. Je vous propose la lecture d'un deuxième extrait. Il débute avec la fin d'un discours de Myriam aux médias. Vraiment, la guerre médiatique est fondamentale, hein, dans ce combat. Et elle se poursuit avec une réflexion justement sur l'usage des mots dans le droit, sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Je vais vous lire ce petit extrait. Et Monsieur Dolomon, en proposant ces solutions court-termistes, ne fait qu'aggraver nos problèmes à moyen et long terme. Il ne les résout en rien. Lui qui aime les poèmes ferait bien de méditer ce mot de Victor Hugo. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. L'homme d'affaires aimait la langue et le répétait à qui voulait l'entendre, comme pour recouvrir d'un vernis de culture son amour du profit, disaient les médisants. Myriam, de son côté, ne prit conscience que tard de son amour des mots, parce qu'elle n'aimait pas lire, en tout cas pas de romans, encore moins des poèmes. Les premiers lui paraissaient menteurs, non conformes au réel, donc inintéressants, et les seconds soignaient, soit fades, soit obscurs. Pour autant, elle le savait maintenant avec certitude, elle avait épousé la carrière d'avocate en raison de la langue, car aucune discipline, nulle autre que le droit, n'accordait selon elle une telle attention aux mots. Victor Hugo, certes, ordonnait le chaos, parvenait à faire entrer les ravages d'une tempête dans le rythme réglé de ses vers, mais le droit le faisait aussi et le faisait mieux. Il dessinait une ligne entre ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas. Il ordonnait, comme un Hugo, mais ordonnait au sens de formuler un ordre, une peine, des contraintes et des règles de vie. Les mots en droit avaient une efficacité qu'elle ne leur trouvait pas dans la littérature. Alors honnêtement Rémi, là c'est un très bon sujet de dissertation aussi Eh ben, décidément, on pour va les repasser le bac. étudiants. S'il y a des profs qui nous écoutent, je pense qu'il y a quelque chose. Après on va pas rentrer dans ce débat-là parce que on va pas opposer la valeur de la poésie ou la valeur du roman à celle du droit. Je pense que toi-même tu seras d'accord avec moi pour dire que ce sont des valeurs intrinsèques qui ne s'opposent pas en soi. Non, qui se rejoignent plutôt. Dans les deux cas, c'est en travaillant vraiment sur ce roman-là que j'en ai pris conscience, c'est sur l'importance accordée aux mots dans les deux domaines. Dans la littérature, je le savais déjà, mais dans le droit, en y réfléchissant, il y a une importance énorme accordée aux mots, aux termes qu'on va employer dans tel ou tel texte de loi ou dans telle ou telle plaidoirie, parce qu'un mot peut changer toute l'interprétation de la chose. Donc il y a dans les deux cas vraiment un très profond pour les mots et une très grande importance accordée aux mots. Oui, et puis ce qui est intéressant ici,
C'est la valeur performative que Myriam attribue aux mots dans le droit. Voilà, ils permettent d'ordonner la matière, d'agir réellement sur ce qui est, et peut-être aussi de rétablir une vérité défigurée par une mauvaise rhétorique, par exemple, ou encore de protéger efficacement ce qui doit l'être. Ça peut paraître paradoxal, mais par cet aspect, je trouve que le droit redonne au mot le pouvoir que lui attribue la magie, ou en tout cas la formule magique. Oui, d'agir sur le réel, en effet, oui, de transformer le réel, qui est un des enjeux de la magie. Sauf qu'en magie, c'est une illusion. On fait croire que le réel va être changé, en tous les cas dans la magie au sens de prestidigitation. Point à d'autres règles, là où en droit, on va pouvoir changer le cours des choses par l'application des textes de loi. Je réfléchis à voix haute, je m'étais pas posé la question en ces termes, mais effectivement, Oui, il y a oui. probablement un parallélisme. Oui, le lien, c'est l'aspect performatif du langage, où vraiment dans la formule magique, en admettant que la formule magique fonctionne, c'est le même principe. Et je trouve ça assez fascinant. On voit comment les mots et l'usage qui en est fait impactent concrètement la réalité avec le droit. Et cette réalité, tu la dépeins d'ailleurs avec beaucoup de justesse dans la seconde partie du roman, Trois jours sans boire, qui nous ramène une dizaine d'années avant que Dolomon ne débarque à Cherbourg avec le L213B. Et dans cette partie, tu reviens notamment sur les camps de réfugiés que sont les villages d'Olco, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi sur l'histoire de ces personnes réfugiées. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Samira, parce que je pourrais pas le faire sans trop en dire sur l'intrigue, et ce serait quand même dommage, je voudrais pas spolier le plaisir des lecteurs. En revanche, j'aimerais que tu nous lises un extrait qui est entièrement dédié à la vie de Sédou et Ousmane. Sédou et Ousmane, ce sont deux réfugiés qui partagent le sort de Samira dans le village d'Elko. Je propose qu'on les lise et puis qu'on en parle après, comme tout à Oui. l'heure, si tu veux bien. Au Niger, il avait 29 chèvres, des bigs dont il avait connu les mères et les grands-mères, même les arrière-grands-mères. 29 chèvres, qu'il tenait pour la plupart directement de son père et qu'il gardait enfant avec lui. 29, qui s'étaient mises à maigrir depuis que les étés duraient plusieurs années. Rien ne poussait plus, quasiment rien, dans son pays brûlé. Il lui fallut acheter du grain, c'était hors de portée. Sans parler de l'eau, encore plus chère pour l'offrir à ses bêtes, au-dessus de ses moyens. Elles donnèrent toutes de moins en moins de lait, les unes après les autres, la moitié moins qu'avant, et puis bientôt pratiquement plus la moindre goutte. Elles se traînaient à garde à longueur de journée, dans des paysages assoiffés, et vous faisaient mal au cœur rien qu'à regarder leur maigreur squelettique. Elles ne bêlaient plus. C'était au fond ce qui remuait le plus Seydou. Certes, il y avait ses dettes qui ne cessaient d'augmenter à mesure que le lait tarissait. Elles l'inquiétaient, mais ne l'affectaient pas non plus outre mesure. C'était normal d'avoir des dettes, tout le monde, presque, en avait. Mais les chèvres qui s'arrêtent de bêler, comme ces images qu'il avait vues de chameaux morts de soif dans le désert, ça n'était pas normal. Un ami lui dit un jour qu'une balle de pistolet, pile entre les deux cornes, était le meilleur moyen pour qu'elles ne souffrent pas. Elles sentiront à peine, comme un tout petit caillou qui leur tape sur la tête. Et quand elles sentiront, tout sera déjà fini. Comme un tout petit caillou. Il se rappelait la phrase et s'accrochait à elle comme on croit aux paroles issues d'un livre saint. Elles sentiront à peine. Et quand elles sentiront, tout sera déjà fini. Il soudoya un policier, un dénommé Hamidou, grand et bavard, jovial, passionné par les chevaux, qui lui achetait son lait sur les marchés, du temps qu'il en avait. Il soudoya un policier pour emprunter son pistolet. Du bakchich, un arrangement, c'était normal. Hamidou, qui n'était pas peu fier en général, et pas peu en particulier de savoir manier une arme, expliqua à Seydou comment charger, dégoupiller, tirer. Ce n'est pas plus compliqué que de faire paître un troupeau, même si c'est plus technique. Plus technique, répéta Seydou en auscultant son arme. Plus technique. Il acheta aussi 29 balles à Hamidou. Pas une de plus, pas une de moins. 29 entre les cornes de ses 29 chèvres. Il attendit la nuit pour abattre la première, Badina. Il la caressa tendrement, l'emmena à l'écart, tira, pile entre les deux cornes, récita une prière, puis il creusa sa tombe, à l'endroit précis où elle était tombée.
Quand il en eut fini, il vint chercher Zeina, l'assassina, pria et l'enterra aussi à côté. Ce fut le tour ensuite de la plus belle, Jamila, puis de Leila, la plus futée, puis de Mounia, qu'il adorait et qu'il avait sauvée de la mort le jour de sa naissance. Chaque fois qu'il tirait, Seydou fermait les yeux. Il avait l'impression de fusiller des enfants. Il les abattit toutes et les enterra toutes, pria pour chacune d'elles, sans s'arrêter pour manger ni se reposer, sans pleurer. Il les enterra toutes, les unes après les autres, de ses mains dans la terre hostile qu'il habitait. Et chaque pelletée de terre était une pelletée de mépris pour lui-même. Cela lui prit 3 jours, 3 nuits. Quand il eut terminé, il s'effondra, de fatigue et de dégoût. Puis ils quittèrent le Niger avec Ousmane. Merci Rémi. J'ai été très touchée à la lecture de ce texte et je pense que c'est justement parce qu'il traduit de manière très concrète les souffrances qui se cachent derrière ce terme de réfugié climatique. C'est un terme auquel on est déjà habitué en quelque sorte et qui ne permet pas d'exprimer pleinement la réalité qu'il décrit. On n'a pas conscience de ce qui se passe, vraiment. Mais j'aurais beaucoup aimé poursuivre l'exploration du prélude à la goutte d'eau parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce roman. Les personnages ont tous une belle épaisseur et j'ai trouvé que tu décrivais avec beaucoup de finesse leur rapport au langage, la façon dont ils expriment ou non les choses. Et puis l'intrigue aussi est aussi très prenante. Je dirais simplement que le combat de Samira et Myriam, c'est un combat de longue haleine, justement parce que leurs adversaires sont extrêmement puissants. Dans la 3e partie du récit, 3 minutes pour s'en respirer, tu exposes d'ailleurs les exploitations marketing dont le glacier fait l'objet. J'en citerai juste ce passage parce qu'il offre un contrepoint plus qu'éclairant, à mon sens, à l'histoire tragique de Seydou et Ousmane. Un exemple parmi d'autres. Loin de faire bénéficier le peuple marocain des ressources aquatiques du L213B, comme il le prétendit, une grande partie de la manne fut commercialisée par la Dolco sous une marque de luxe, les glaçons des glaciers. Des cubes givrés, arrachés à prix d'or dans les bars huppés de la planète, notamment aux Émirats. Une eau magique, martelait le marketing, issue d'une glace millénaire pure en minéraux, lui conférant un goût unique, un temps de fonte très lent et un pétillement étonnant en raison de bulles d'air venues d'une ancienne atmosphère. Une autre filiale de l'entreprise mit en vente en bouteille la fonte du L213B à des prix indécents. Sans parler d'assemblage via des succursales entre l'eau du glacier et certaines sources d'Islande, des îles Fidji, de France, créant, c'est ce qu'on disait, un équilibre parfait entre douceur et salinité qu'on pouvait déguster dans des restaurants cossus. Les bouteilles y étaient maintenues à température, comme des vins, autour de 8 degrés, et présentées, vantées, vendues à une clientèle richissime par des sommeliers d'une sorte nouvelle formés par la Dolco, des sommeliers d'eau minérale. Je tenais à mettre cet extrait en regard parce que je pense que c'est c'est une façon d'éclairer le décalage en fait entre la manière dont les écarts de richesse sont creusés par la dégradation du climat et des conditions de vie sur Terre. On a d'un côté ceux qui souffrent toujours plus et de l'autre ceux qui consomment des choses de plus en plus folles. J'imagine que c'était le but quand tu as écrit ces lignes. Oui, c'est ça, c'est un peu le syndrome du Titanic, je crois qu'on l'appelle comme ça, par Mmh. rapport à ces super riches qui considèrent que de toute façon, ils ne remettent pas forcément en cause le dérèglement climatique et les modifications climatiques, mais ils vont considérer que c'est trop tard, que quelque part, on va pas avoir le temps de ne pas percuter l'iceberg et on va le taper, cet iceberg, si je file l'analogie avec le Titanic. Mmh. Mais ils n'en sont pas plus inquiets que ça, puisqu'ils savent qu'il y a quand même un certain nombre de canaux de sauvetage. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais pour eux, il y en aura. Et Ouais. les canaux de sauvetage, ça peut être des résidences secondaires en Scandinavie, comme c'est le cas dans la 3e partie du livre. Ça peut être des bunkers, ça peut être tout un tas de choses. Oui, comme en Nouvelle-Zélande, comme tous ces Voilà, gens de la Silicon Valley qui s'achètent des bunkers en Nouvelle-Zélande. exactement. Sauf que si eux ne sont pas concernés et qu'ils ont leurs canaux réels ou symboliques,
les dérèglements climatiques, ils ont des conséquences très très concrètes sur la vie des gens qui en sont les premières victimes et qui ont une vie à l'opposé effectivement des préoccupations de celles et ceux qui vont aller acheter des glaçons des glaciers à Dubaï, par exemple. Mm. Ces perspectives que tu dessines, Rémi, elles sont assez effrayantes et pourtant très crédibles. J'imagine que les auteurs vont avoir envie de connaître l'issue de ce combat entre Samira, Myriam et Dolomon, et je ne saurais que trop les y encourager. J'aimerais que nous parlions à présent de Lava, qui est paru en 2015 aux éditions Le Tripode, et qui nous offre une approche encore différente de ce rapport aux mots et à leur pouvoir. Lava, c'est un récit qui prend la forme d'un témoignage. Suite à un déni de grossesse, Lava, la narratrice, a commis l'impensable crime d'infanticide. Et son témoignage, c'est celui qu'elle livre à ses juges 2 ans après le crime. Ce témoignage, c'est aussi pour Lava l'opportunité de se réapproprier son histoire et de livrer sa vérité, qu'elle sait bien différente de celle que peuvent livrer les médecins, les juges ou encore les médias. Et si Lava est la seule à pouvoir raconter sa véritable histoire, c'est justement parce qu'elle s'exprime avec une langue qui lui est propre, ce qui lui confère une forme de pensée unique. Par exemple, elle a ses propres mots. La prison, c'est l'arnicht. Les miroirs sont des doulourastes. Elle a aussi un sens de la syntaxe très personnel. Elle place des points entre un sujet et son verbe ou entre un verbe et son complément. Et tout ceci produit une rythmique, une sonorité particulière par laquelle la langue de Lava se rapproche en effet du langage poétique. Alors, quand on découvre cette langue en tant que lecteur, on a tendance à penser, en regard du contexte, ce déni de grossesse, cet infanticide, qu'il s'agit d'un langage instinctif et pas maîtrisé par Lava. Et pourtant, j'imagine que tu as certainement beaucoup travaillé, toi, Rémi, pour mettre au point la langue de Lava. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que t'es venue cette idée? Et pourquoi t'as voulu écrire l'entièreté de ce récit dans cette langue si unique? Alors l'idée, donc elle me venait de l'envie d'écrire sur ce sujet du déni de grossesse et de l'infanticide commis souvent après le déni. Il faut bien imaginer de quoi on Hmm. parle. C'est donc le fait d'être enceinte en ignorant qu'on porte en soi un enfant, de donner naissance à un enfant en ignorant Par qu'on était surprise. enceinte, Ouais. exactement. Hmm. Et devant la stupéfaction que ça peut produire, dans certains cas, la réaction peut-être de tuer ce bébé et parfois de le garder malgré tout près de soi, dans un congélateur, par exemple. J'avais vu quand j'avais 14 ans une émission de femmes qui témoignaient de cette expérience dont j'avais jamais entendu parler et que j'avais pas même imaginé qu'on puisse porter un enfant en gardant le Hmm. ventre plat, en continuant d'avoir ses règles, sans que rien ne laisse penser qu'on est enceinte. Et cette émission, elle m'avait vraiment marqué. Et c'est presque 15 ans plus tard, finalement, que j'ai voulu m'intéresser à ce sujet. Mais les choses se sont fait malgré tout beaucoup à l'instinct. J'ai pas réuni de documentation sur le sujet J'ai vraiment travaillé à l'instinct de ce que pourrait ressentir ce personnage de Lava et de la langue qui est la sienne, de la même façon. Il y a la première phrase du livre qui m'est venue toute seule. Lava ne savait pas qu'elle avait un baba dans le bidus. La phrase m'est venue comme Hmm. ça. Je me souviens très bien, je marchais à Paris entre le métro Blanche et le métro Place de Clichy un matin. Et à partir de là, j'ai voulu, par la ponctuation, déjà essayer de retranscrire cette musique de la phrase. C'est de là qu'est venu l'usage du point. Lavanne, point, savait pas, point, qu'elle avait, point, un baba, point, dans le bidus. Pour essayer de retranscrire cette rythmique et de rester fidèle à la voix de Lava telle que moi je l'entendais. Et la langue inventée me paraissait importante. L'expérience du déni de grossesse, de l'infanticide, c'est quelque chose qui est si loin de ce que la plupart d'entre nous vivons au quotidien, de notre réalité, de si étrange que pour être retranscrit, ça ne pouvait que passer, à mon sens, par une langue elle-même étrange et qui dise l'étrangeté de cette chose. Voilà en quelques mots pourquoi la syntaxe est hachée pour être fidèle à la voix telle que je l'entendais et pourquoi beaucoup de mots dans ce texte ont été réinventés. Merci, c'est éclairant parce que je me suis posé cette question. Et en même temps, le fait que tu l'aies fait à l'instinct,
semble logique finalement, puisque comme je te le dis, moi je l'ai reçu comme une langue très instinctive justement. Ouais. Donc tu t'es simplement projeté en fait, le bon écrivain que tu es. Oui, l'idée c'est que si on ouvre une page au hasard dans le livre, a priori on ne comprendra pas grand-chose parce qu'il y a plein de, comme une Mm. langue, comme face à une langue étrangère, il nous manquera la plupart des mots. Mais en revanche, si on lit le texte du début à la fin, en principe, on rentre progressivement dans cette langue, dans cette pensée de là-bas et on se l'approprie Absolument. justement. Oui, c'est ça, très honnêtement, au début, c'est déstabilisant. On a tendance instinctivement à corriger le vocabulaire et la syntaxe comme un réflexe nécessaire pour comprendre, et puis petit à petit, on rentre dans cette forme de pensée qu'est la pensée de Lava. Pour que les auditeurs comprennent, je vais te demander de nous lire un court extrait qui est situé au début du récit, hein, qui montre le besoin de s'exprimer aussi de Lava et qui illustre parfaitement sa langue aussi. Je te laisse la parole. Vous m'écoutez, vous ne me comprendrez pas. Personne ne peut comprendre qu'on tue un dansant. Personne, moi, non plus, je ne réussis pas. Mais vous me connaîtrez. Ce qui s'est passé, c'est comme la vie d'une autre qui aurait fait ça. Pas Lava, la vraie, mais la Voule. Pour la première fois, vous allez voir celle qu'on croit voir, mais on ne voit pas, celle dont on parle et qui ne parle pas. Vous allez connaître, vous, derrière moi, enfin et une seule fois, Lava, la vraie. Merci. C'est super en plus d'entendre ce texte lu par toi. C'est un extrait qui permet de se faire vraiment une idée de la langue de Lava et aussi de sa difficulté à se faire comprendre. Et dans ce contexte de procès, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, de sa difficulté à se défendre. C'est une autre manière d'approcher ici les liens entre le langage et le droit. Dans Prélude à la goutte d'eau, les mots sont l'arme du droit et ici, ils lui font obstacle, c'est bien ça ? Oui, j'avais pas fait le parallélisme ainsi, mais en t'entendant en parler, oui, c'est très juste, effectivement. C'est, dans les deux cas, il y a la présence du droit, du tribunal, qui est un cadre important dans chacun des deux livres, mais un peu comme un contrepoint dans un cas et dans l'autre, en effet. Alors la tension du récit de Lava, il tient aussi au fait qu'elle a à la fois un besoin viscéral de s'exprimer et une peur terrible de ne pas être comprise, de ne pas être entendue et d'être malgré tout jugée. C'est ça, hein, c'est là que se situe ici l'obstacle du langage pour Lava. Et pour se faire comprendre, Lava, elle revient sur son enfance, elle insiste sur la petite fille normale qu'elle était avant, et tente d'expliquer en quelque sorte le décrochage. Alors on comprend que s'est installé petit à petit un profond rejet de son corps qu'elle trouve trop gros, trop moche, qu'elle refuse de regarder dans ces miroirs qu'elle appelle doulourastes. Ce rejet du corps, Rémi, tu penses que c'est une première explication pour le déni de grossesse ? Alors, je saurais absolument pas dire. Que je peux dire, c'est dans la manière dont moi j'ai conçu ce personnage. Le plus important pour elle, c'était de pouvoir raconter son histoire et qu'on entende son histoire. Plutôt que de juste réagir en disant cette femme est un monstre et il n'y a pas besoin d'aller au-delà, c'est un monstre et c'est tout. Elle a besoin de raconter qui elle est et d'expliquer comment est-ce qu'elle en est venue à un jour commettre cet infanticide. Donc c'est ça qui est important pour elle et dans son rapport à son corps, dans le cas particulier de Lava. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans son cas particulier, oui, il y a un rapport au corps qui est important dans le récit qu'elle fait et qui remonte à son enfance et son adolescence, un rapport au corps qui est une cohabitation difficile. Oui. Ça va même plus loin parce que Lava, elle considère même que c'est son corps qui a commis l'infanticide et elle considère ça comme une trahison de son propre corps envers elle. Il y a vraiment une scission ici entre son corps et son esprit. Peut-être que c'est ça justement qui se manifeste dans l'émergence de cette langue
si particulière. Est-ce que tu as voulu signifier justement un rapport entre le corps et le langage avec ce personnage de Lava? Alors, en tous les cas, une dissociation, effectivement. Si j'en reviens au fait de donner naissance sans être enceinte, Mhm. c'est effectivement une relation entre le corps et l'esprit qui ne fonctionne plus. Le corps n'obéit plus à l'esprit en quelque sorte, puisqu'il ne devrait pas accoucher, il n'est pas enceinte et il va donner naissance à un enfant. Donc là, il y a un combat qui se mène entre les deux. Oui, ça communique plus entre les deux, il y a une passerelle qui est rompue. Et cette passerelle, on le comprend à la lecture, on le devine au début et on le comprend petit à petit, il est lié à des événements traumatiques. Et c'est vrai qu'on le dit, hein, le souvenir d'un événement traumatique, il est d'abord dans le corps. Le corps parle avant la langue en général. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, il y a de ça dans l'histoire de Lava. Tu as tout à fait raison. Alors Lava, elle fait un effort intense pour se raconter. Elle parle en dépit de ses craintes, en dépit de ce qu'elle nomme, c'est très prégnant aussi dans le récit, la présence derrière elle, la présence de tous ceux qui assistent au procès, ses proches y compris, vers qui elle n'ose pas se retourner, tant elle n'ose vérifier leur présence de peur d'avoir été abandonnée. Et pour se faire comprendre, elle en vient à évoquer ce qui l'a peut-être tué. Et qui trouve-t-on sur le premier rang des accusés? Les mots. Les mots, encore une fois, et cette fois ce sont les mots de sa mère, précisément, qui un jour lui a écrit une lettre pour écrire ce qu'elle ne pouvait pas dire, et ramener à la mémoire de Lava un souvenir que son esprit avait soigneusement enfoui. Lava dit « On m'a fait manger des mots qu'il était trop tôt pour manger ». Et ces mots, elle ne les a pas digérés, ce qui encore une fois montre comment le traumatisme s'inscrit dans le corps. Le rapport au corps est évident dans cette phrase. Oui, c'est marrant, c'est une phrase que j'avais un peu oubliée. Quand on écrit, on n'a pas le recul nécessaire par rapport à ces textes et à des fils. Je les relis pas en plus, les livres. Mais là, le fil que tu fais apparaître sur le rapport au mot, oui, il est très intéressant, très, très... Et j'en avais pas du tout conscience, donc merci beaucoup à toi pour me faire voir différemment aussi tout ça sous un autre angle. Ben, c'est toute la magie de l'écriture et de la lecture, parce que oui, évidemment, qu'un auteur, quand il écrit, il se dit pas, tiens, je vais faire une figure de style, où les choses sortent en général toutes seules, mais après, les lecteurs, ils arrivent à faire émerger du texte les choses que l'auteur y a mis inconsciemment, finalement. C'est un peu toute la magie du Eh truc, bien non? oui, oui, dans ce dialogue-là, tout à fait, il y a une forme de vérité du texte ou d'enrichissement du texte qui apparaît. Et le texte, il existe, il est porté, écrit par l'auteur, bien sûr. Mais encore une fois, il y a un recul qu'on ne peut pas avoir sur son propre texte parce qu'on n'a pas du tout le Mm. même regard nouveau, vierge, extérieur que quelqu'un qui va rentrer lui-même dans ce texte et qui peut y voir des choses tout à fait justes et pertinentes sans qu'elles aient été conscientes de ma part ou sans que j'ai voulu volontairement les mettre, mais qui peuvent être tout à fait présentes. Alors ces mots, Lava, elle n'a pas pu les digérer parce qu'il l'a rappelé à une réalité trop insupportable, une réalité indicible. Et au fil de son récit, Lava, elle parvient à émouvoir le lecteur non seulement avec ce qu'elle raconte, mais aussi par sa poésie, son lyrisme et sa philosophie aussi. Par exemple, quand elle dit que c'est dans la vieillesse que réside la véritable justice, puisque tout le monde est soumis de la même manière à la vieillesse, ce qui n'est pas toujours le cas avec la justice, on l'a bien compris. Et ça prouve qu'elle n'est pas si folle et qu'elle comprend parfaitement sa situation, elle a du recul. Et il y a même un chapitre écrit dans la forme du sonnet, 4 strophes, 2 quatrains, beaucoup d'émotions. C'est comme ça, petit à petit, par l'intermédiaire de cette langue unique, que le lecteur finit par deviner ce qui se cache derrière le langage de Lava et à saisir à travers sa syntaxe déconstruite et ce mélange de mots parfois étrangers, parfois inventés, une identité qui est fragmentée. Oui, elle a été brisée, en effet, donc fragmentée. Et l'importance de raconter son histoire, de faire le récit de sa vie, ça tient aussi à ça. Je pense que ça tient à rassembler les morceaux. Et encore une fois, de ne pas juste prendre le dernier éclat du verre brisé en disant c'est l'éclat du monstre, regardez, mais de tout rassembler pour voir, enfin, pour resituer cet éclat dans l'ensemble du puzzle. On a vite Mm. fait de juger hâtivement et d'avoir des vérités péremptoires sur les choses ou sur les gens. Et ce que nous dit Lava, c'est que les choses sont rarement toutes noires ou toutes blanches. C'est souvent gris et une histoire de nuances de gris. Et pour les regarder, il faut prendre le temps d'écouter, en l'occurrence, l'histoire de Lava.
Absolument. D'ailleurs, on va pas tout révéler du récit de Lava non plus, hein. On peut ajouter néanmoins qu'il traduit la dissolution de son identité, qui s'illustre aussi petit à petit par la dissolution de sa langue, parce que plus le récit avance, plus sa langue se fragmente. J'aimerais qu'on parle un peu de la fin de ce récit, avec laquelle tu rends hommage à la poésie d'Antonin Artaud, une forme poétique qui relève de la glossolalie. Est-ce que tu veux bien expliquer à nos auditeurs cette référence à Antonin Artaud, peut-être t'expliquer aussi ce qu'est une glossolalie et pourquoi elle trouve sa place comme ça si parfaitement dans l'histoire de Lava? Oui, c'est les expérimentations qu'a fait Artaud sur les langues inventées aussi, sur le langage inventé. Malusi Tumi, Tapaput Hermafrot, Emajout, Pamafrot, Tupi, Pissarro, Rapajou, Erkamfti. Ce n'est pas le cocassement du langage, mais la pulvérisation hasardeuse du corps par les ignares qui localou d'Urkran, Locaran Alenin, Tapenin, Anemfti, Durgeluz. Le livre se termine sur cette résonance avec le texte d'Artaud que j'ai voulu incorporer au corps du texte et que j'ai découvert une fois l'écriture de Lava déjà très très entamée. En fait, j'avais écrit je pense les 4/5e du livre quand j'ai découvert à l'occasion d'une expo ces textes d'Antonin Artaud que je connaissais pas et que j'ai voulu inclure dans le livre comme une forme de résonance. C'est quelque chose que j'aime bien faire dans la plupart de mes livres, d'avoir des clins d'œil aussi à d'autres auteurs qui se retrouvent présents dans le livre, soit de manière explicite, soit un peu déguisée ou implicite. C'est quelque chose qui se retrouve dans pas mal de mes textes, et y compris ceux pour la jeunesse d'ailleurs. Avec Lava, en fait, c'est les enjeux du langage lui-même hein, qui sont mis en question et peut-être aussi ce fossé vertigineux qui existe entre le langage et la pensée. C'est un vertige qu'ont connu pas mal d'auteurs. D'ailleurs, en préparant cette interview, je me suis dit que finalement, c'est peut-être ce fossé que tous les écrivains essayent de combler, un peu à la manière dont Sisyphe pousse son rocher. On essaye de Oui, saisir. de trouver le mot qui soit le plus juste pour coïncider à ce qu'on veut faire passer, mais c'est pour ça que c'est compliqué. L'écriture, c'est contrairement à ce que dit Boileau, qui prétend que tout ce qui se conçoit bien s'écrit clairement et que les mots pour le dire nous viennent aisément. C'est, en tous les cas, dans mon cas, on tourne autour du terme juste, du mot qu'on recherche. On essaye de le saisir, mais ça vient pas spontanément, donc on tâtonne. Et l'écriture, c'est essentiellement de la réécriture. On reprend le lendemain le paragraphe qu'on croyait abouti, on le trouve très mauvais, on le reprend, on le retravaille, et ça sera pareil le surlendemain jusqu'à tenir à peu près quelque chose. Et parfois, il faut aussi du temps, un peu comme les sculpteurs qui mettent un drap par-dessus leur statue la nuit avant de les retravailler ensuite. Des fois, le temps aussi permet d'avoir un recul sur son texte dont on a besoin en fait pour pouvoir trouver la bonne ponctuation, la bonne formule, le bon rythme. Le temps, c'est aussi quelque chose d'important. Et dans le même temps, pour travailler l'écriture et essayer de tenir, il faut souvent qu'il y ait une continuité pour pas perdre ce qui fait le style de tel ou tel texte, sa musique en tous les cas. Je sais que moi j'ai besoin de pas avoir trop de jours d'interruption pour pas perdre la musique. Et en même temps, quand il y a des grandes interruptions, eh ben c'est bien aussi parce que ça me fait reprendre l'intégralité du texte et de voir ce qui seraient les fausses notes ou les dissonances dans cette partition musicale qui est le texte sur lequel je travaille. Oui, c'est ça, quand tu prends le temps, tu t'accordes finalement ce recul qu'on a du mal à avoir quand on écrit. Et tu m'as expliqué aussi que tu sanctuarisais des moments d'écriture hein, le matin pour vraiment être justement dans ce flux continu d'écriture. C'est important pour toi. Oui, j'ai remarqué que si je laisse trop de temps un texte de côté, que je le travaille de façon trop irrégulière, je perds déjà beaucoup de temps pour retrouver où j'en suis, qu'est-ce que j'ai dit, est-ce que je l'ai dit, est-ce que je l'ai pas dit. Et cette question de la musique du texte et de ce qui va faire sa singularité, parce que les textes que j'ai publiés sont assez différents les uns des autres, en partant Absolument. de l'idée, voilà, que j'aime bien explorer des choses différentes et des manières différentes de raconter, mais chaque manière de raconter passe aussi par une langue propre au texte sur lequel je travaille. Mais après, je te parle que de mon cas particulier à moi. Je ne dis pas du Bien tout que c'est sûr. une méthode de travail pertinente pour tout un chacun. Je sais qu'il y a des auteurs qui travaillent par flux, par exemple, qui peuvent sortir 20 pages d'un coup et qui après vont les reprendre. Moi, c'est plus ligne par ligne et progressivement de passer d'un paragraphe à l'autre, d'une page à l'autre. C'est plus ma manière à moi de travailler.
Mais merci de partager ça avec nous. Bien sûr, c'est ta manière à toi, hein. Je crois que chaque voix, chaque plume fonctionne différemment. C'est ça qui est magique aussi dans Et on le l'écriture. découvre en fait en écrivant au fur et à mesure. Tu vois, par exemple, le prélude à la goutte d'eau dont on parlait tout à l'heure, comme tu disais, il est séparé en 3 périodes chronologiques, une en 2040, Ouais, une en 2050 et une en 60. Et la première, celle qui ouvre le livre, est en 2050, et ensuite on a un flashback pour toute la deuxième en 2040. Donc à ouais. l'origine, je m'étais dit, bah, je vais commencer par travailler la deuxième partie, puisque d'un point de vue chronologique, c'est la première, donc je vais écrire la deuxième en Mhm. premier. Et j'ai passé plusieurs mois là-dessus jusqu'à m'apercevoir qu'en fait, ça ne marchait pas parce que je me plaçais à un endroit différent de celui où se trouvera le lecteur ou la lectrice quand il entrera dans le livre. J'en étais amené à parler de personnages sans savoir si je les avais déjà caractérisés Et précédemment oui. ou pas, qu'est-ce que j'en avais dit et qu'est-ce qu'en savait le lecteur. Et donc très vite, ça m'a mis face à une impasse et j'ai découvert donc du coup en avançant que ça n'était probablement pas la bonne méthode de travail et qu'il fallait que je commence par le début du livre, en quelque sorte, et non pas le début de l'histoire. Eh bien, je propose que cette interview se termine sur ces mots. C'est vrai qu'une heure, c'est très peu pour connaître en profondeur l'univers d'un auteur. J'espère qu'on en aura dit assez pour vous donner envie de découvrir les mots et les écrits de Rémi David. Vous retrouverez bien sûr toutes les références de ses livres et tous les liens utiles en regard de ce qu'on a évoqué dans le descriptif de l'épisode. Rémi, merci encore une fois énormément d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, merci encore pour ta lecture et je te dis, j'apprends des choses aussi par ton regard et ce que tu portes sur le texte. Je vois des choses que je ne voyais pas du tout et merci pour la grande pertinence de tes questions et de ton propos. Mais c'est très gentil, je te remercie. On en est dans les remerciements, donc merci à vous aussi, chers auditeurs, pour la curiosité dont vous faites preuve en nous écoutant. C'est tellement précieux. Le mois prochain signera déjà l'arrivée du dernier épisode de la première saison de Voix de Plume. À cette occasion, je recevrai l'auteur Benjamin Audoy et nous plongerons avec lui au cœur de Cévennes, un océan de verdure, décor d'un portrait en clair-obscur d'une famille en quête de sa dignité perdue.